Interview d'Ivan Benedetti à Toulouse. Que faites-vous à Toulouse aujourd'hui? Je réponds à l'invitation d'amis nationalistes qui, lors de cette journée, commémoraient une figure très peu connue, une figure toulousaine très peu connue, l'ancien procureur général au tribunal de Toulouse qui a été assassiné par les communistes en 1943. Donc nous nous sommes rendus au cimetière sur sa tombe ce matin. Et ensuite, nous avons tenu une réunion repas ici même. Voilà, donc journée de commémoration, fidèle à une devise du nationalisme, vers l'avenir, fidèle au passé. En l'occurrence, fidèle au passé ce matin et vers l'avenir cet après-midi dans les propos. Vous avez été convoqué le 25 avril 2019 par la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite. Quelles en sont les suites aujourd'hui? Aucune suite. Aucune. À ma grande surprise. Donc vous savez que les conditions de la convocation, c'était une audition à huis clos et avec une immunité des débats lors de l'audition, puisque c'est une loi qui défend l'immunité des débats parlementaires, qui soutient l'immunité des débats parlementaires, une loi de 1958 qui correspond à la création de la Constitution justement, et qui stipule que je ne pouvais pas être poursuivi pour les propos tenus lors de cette convocation. Et pour l'anecdote, c'est que mes propos étant tellement horribles, lors de ces propos que j'ai tenus de défense de la famille traditionnelle, du soutien à Robert Faurisson, du rappel de quelques vérités historiques sur la Seconde Guerre mondiale, que à peine terminé, une semaine après l'audition, mes propos ont été publiés sur le site de l'Assemblée nationale. Et la présidente de la commission, Muriel Ressiguier, a demandé au procureur de Paris de me poursuivre pour révisionnisme. Et quand le patron du CRIF, Khalifa, a lu mes propos sur le site officiel de l'Assemblée nationale, horrifié, il a sommé, par une lettre que je publie dans le livre d'ailleurs, le président Ferrand de l'Assemblée nationale de retirer mes propos en me disant « mais vous êtes fou ou quoi, Benedetti, vous saviez très bien à quoi il fallait s'attendre et que premièrement vous lui avez donné la parole et vous auriez dû stopper l'audition au bout de 10 minutes ». Donc, bien évidemment, ce que Khalifa, ce que le CRIF, ce que la LICRA veut, Dieu le veut, mes propos ont été retirés et ensuite, comme certains journalistes utilisaient les fragments de cette audition en les commentant dans la presse, j'ai décidé de republier l'intégralité de l'audition en commentant la genèse et surtout ce qui s'était passé, la lutte d'influence au sein de cette commission entre la France insoumise, qui est plutôt antisioniste, soutenant le BDS, et les forces du Judapo, en la personne de Fas Gélès, qui aujourd'hui est à la DILCRA, et Meyer Habib, une vieille connaissance, puisqu'il m'avait agressé à coups de barre de fer il y a 31 ans déjà. J'étais condamné pour ça. Pourquoi Élise Fagélès est-elle une figure montante dans la vie politique française? C'est une figure montante parce que c'est une personnalité clé de la communauté et que surtout c'est l'adjointe de Benjamin Griveaux. Donc quand j'ai été entendu par cette commission, elle était en pointe dans les questions concernant un problème qui n'existe pas officiellement. Et elle était députée parce que suppléante de Benjamin Griveaux qui était porte-parole du gouvernement. Quand Benjamin Griveaux est sorti du gouvernement pour mener campagne à la mairie de Toulouse, elle a perdu son mandat de députée et elle a été recyclée à la DILCRA. Donc l'office dépendant directement du Premier ministre qui est logé au ministère de l'Intérieur et qui fait la chasse à tout ce qu'il considère comme anti-sémites ou antisionistes ou tenant des propos homophobes. Et aujourd'hui, je vous encourage à regarder dans la campagne de Benjamin Griveaux à la mairie de Paris, elle occupe une pièce centrale. Donc si demain Benjamin Griveaux devient maire de Paris, on sait la puissance que confère
ce mandat, puisque pendant longtemps il n'y avait pas de maire de Paris, puisque le pouvoir central craignait la puissance d'un maire de la capitale, eh bien, je vous laisse imaginer la place qu'elle va occuper. Comment la jonction entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'homophobie s'est-elle effectuée? Alors, Maurras parlait d'États confédérés. Dans les États confédérés, il nommait la franc-maçonnerie, la puissance financière protestante, le problème juif. Il y a un État confédéré qu'il ne nommait pas, c'est cette puissance montante d'un lobby ultra puissant, qui est le lobby LGBT qui emporte tout par leur influence. Je vous fais remarquer que dans les élus du mouvement En Marche de Macron, au Parlement, il y a une grande proportion d'invertis ou de déserteurs des chemins des dames, comme on le disait avant. Ils ont une influence considérable au sein des médias, qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps. Dans le corps diplomatique aussi, beaucoup. En politique, bien évidemment. Donc c'est une puissance considérable. Donc ce qui est très important quand on mène un combat du rétablissement de la France, c'est un peu comme le médecin. À partir des symptômes de la maladie, et les nationalistes sont des médecins de la nation, à partir des symptômes, on dresse un diagnostic et avec le diagnostic, on peut appliquer les remèdes. Donc ce qui est très important dans un premier temps, c'est les diagnostics, tout le monde s'entend sur les diagnostics. Après, les divergences apparaissent quand on fait un bilan. Et pour reprendre cette comparaison avec la maladie, quand un corps est atteint du cancer, il est important de bien déterminer, de bien repérer la tumeur cancéreuse. Parce que si vous attaquez que cause, c'est-à-dire avec la chimio, à la destruction des cellules malades, si vous voulez, si vous n'avez pas éradiqué la tumeur, elle va dispenser son poison au quotidien. Donc la tumeur, selon nous, s'applique sous sa forme subversive dans différents domaines, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit le féminisme, par exemple, qui est un moyen de détruire, d'accélérer la destruction de la famille, que ce soit à l'époque le communisme, et que je compare beaucoup aujourd'hui à la révolution migratoire que nous connaissons. C'est-à-dire que le communisme a utilisé une classe qu'on a appelée les prolétaires, qui étaient malléables et corvéables parce qu'elles étaient les victimes de la politique d'industrialisation à marche forcée. Et cette classe prolétaire a été manipulée. Donc ils ont utilisé cette classe malléable comme un moyen par l'idéologie communiste, internationaliste, de destruction des nations historiques et des empires historiques comme l'empire russe. Aujourd'hui, ils utilisent de la même façon une autre forme de classe malléable et corvéable, qui n'est plus les prolétaires, mais qui est le migrant. C'est-à-dire qu'on déracine des individus de leur cadre naturel d'évolution, de leur société traditionnelle, pour les implanter en Europe. Ces individus déracinés soit deviennent les bons petits soldats de la société matérialiste consumériste, soit ils sont de manière très artificielle islamisés grâce à la puissance financière des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Émirat Arabes Unis. C'est ce qu'on appelle l'islam takfiriste. C'est cet islam que l'on voit
à l'œuvre au sein de l'État islamique, tous ceux qui utilisent des marginaux ou plus ou moins formés pour mener des attaques terroristes contre nos sociétés. C'est un islam très artificiel qui en général aussi s'appuie sur les sunnites, parce que vous avez deux grandes familles dans l'islam, vous avez les sunnites et les chiites. Ceci n'est pas possible avec le chiisme, parce que le chiisme, c'est une forme d'autorité dans l'islam. C'est-à-dire que pour devenir une référence religieuse dans le chiisme, il faut avoir fait plus de 10 ans d'études dans les sociétés, dans les écoles islamiques, que ce soit à Rome ou dans le sud de l'Irak, enfin bon. Alors que quand vous êtes sunnite, il vous suffit d'apprendre le Coran par cœur, de dire qu'on descend du prophète, et on peut tout de suite s'imposer comme une référence. Ça a été le cas de Baghdadi. Donc c'est plus facile de manipuler un islam sunnite qu'un islam chiite. Et on le voit bien aujourd'hui, puisque la résistance à l'islam takfiriste, qui veut détruire, qui est utilisé justement par le judaïsme politique, comme ils ont utilisé le communisme pour détruire les sociétés traditionnelles ou les nations historiques, c'est plus facile d'utiliser justement ces migrants, je dirais, ces individus de l'immigration, pour les retourner contre les sociétés traditionnelles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Êtes-vous favorable au retour d'un catholicisme politique ou d'un catholicisme d'État? C'est différent, on ne peut pas comparer, parce que le judaïsme et l'islam justement sont totalitaires. Quand j'utilise le terme de totalitaire, il n'y a aucun aspect négatif, puisque je pense que la réponse doit être totalitaire. Alors je parle plus de réponse totale que totalitaire, parce que les esprits ne sont pas encore prêts à entendre une forme de vocabulaire comme la dictature par exemple, qui sur certains aspects peut être positive, quand on voit la dictature du professeur dans la classe, la dictature du chef à l'armée, la dictature du bon chef de famille. Voilà, ça n'a rien de négatif. Mais bon, il y a des vocabulaires qui choquent encore. Ce n'est qu'une question de temps, ça viendra. Mais donc le judaïsme, l'islam est totalitaire. La spécificité de notre civilisation européenne, c'est qu'il y a la distinction entre le spirituel et le temporel. Il y a toujours eu une forme d'équilibre, tantôt par l'affrontement des deux pouvoirs, tantôt par une entente, et c'est toujours meilleur, mais c'est comme le ciel et la terre. C'est distinct, mais on ne peut pas les séparer. Donc dans notre combat, notre réponse doit être totalitaire. C'est-à-dire qu'il faut mener tout à la fois un combat spirituel, de révolution des âmes, mais un combat politique de conquête de l'État par la conquête de l'esprit. On ne va pas chercher le vote vain de la conquête des voix. Le troupeau des bêtes à voter est très versatile. Donc, dans la feuille de route que doivent se fixer les nationalistes, il y a ce combat total, global, mondial. Et dans le combat global, il y a aussi la reconquête de Rome. Conquête de l'État par la Révolution nationale pour établir la France, mais ça ne peut se faire que si en Europe, on rétablit le catholicisme traditionnel, qui est un catholicisme romain. Donc il faut reconquérir Rome. Chacun a sa tâche, que ce soit la tradition qui s'y efforce, ou nous, du point de vue politique. Et il ne faut pas pratiquer le mélange des genres, mais c'est un combat qu'il faut mener de front. Quand on voit que le pape défend en permanence les politiques migratoires, bien évidemment, il prend des positions politiques. Quand il nous dit que l'Europe, la chrétienté n'est pas la base de la civilisation européenne, enfin qu'il ne faut pas en parler, il ne dit pas que ce n'est pas, qu'il ne faut pas en parler parce que c'est faire œuvre de colonisation, ce sont des déclarations politiques.
quand les laïcards, c'est-à-dire les francs-maçons, les libres penseurs, veulent faire la chasse à la crèche dans tous les lieux, les lieux publics, c'est un combat politique. Donc il y a tout à fois ce combat spirituel que mènent les hommes d'église, et il y a aussi ce combat politique de la reconquête de Rome. Tout ça ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Alors après, pour être plus précis, parce qu'on m'avait parlé d'un État catholique, partant de là, nous ferons un concordat, c'est-à-dire un nouveau concordat pour replacer le catholicisme romain, le catholicisme traditionnel au centre de l'État, mais il n'y a pas, on ne peut pas confondre le pouvoir politique avec la gestion des intérêts ou des affaires liées au spirituel. Ça ne peut se faire que par un nouveau concordat. Peut-on encore attendre quelque chose des élections ? Alors, l'élection, c'est la tare et la sauvegarde du régime. C'est-à-dire que tout à la fois, ça permet au régime de perdurer sous une fausse forme d'alternance entre des politiques de droite, prétendument de droite ou de gauche. Et c'est la tare du système parce qu'on voit bien que l'électoralisme démocratique ne peut dériver que vers une plutocratie, puisque pour pratiquer l'électoralisme, pour pratiquer l'élection, il faut beaucoup d'argent. Donc ceux qui possèdent l'argent sont en fait les maîtres. Ils financent les campagnes électorales, c'est pas pour le bien public, c'est pour que les hommes politiques, une fois élus, servent leurs intérêts. Ce qu'on voit avec la vente des autoroutes, la privatisation de la Française des Jeux, selon la formule de Bébéar, l'assureur, qui a bien édicté la loi du système oligarchique, la privatisation des profits, la socialisation des pertes. Tout ce qui coûte de l'argent, c'est pour l'État, c'est pour les comptes français payants et leurs impôts qui ont atteint des niveaux records. Vous avez vu les chiffres qui ont été publiés. On a affaire à un État racketteur, à un État vampire, qui s'acharne sur la classe moyenne. Et tout ce qui rapporte de l'argent, que ce soit les télécoms, que ce soit les aéroports de Paris, il faut privatiser, il faut laisser ça, il faut donner la manne aux financiers, y compris les retraites. C'est pour ça qu'il y a une volonté de modifier le système par répartition qui a été créé par le maréchal Pétain, par l'État national du maréchal Pétain en 1941, c'est la retraite des vieux travailleurs, pour transformer avec un système par points. Enfin, ils sont obligés de prendre ils marchent sur des œufs, donc ils veulent mettre en place des systèmes compliqués par points, en supprimant tous les différents régimes spéciaux, ce qui est une aberration puisque aucune profession n'est identique à une autre. Mais ils veulent bien évidemment aller vers un régime par capitalisation parce qu'il faut que la manne des retraites soit captée par les grands banksters, les grandes sur sociétés. Toujours le modèle, c'est toujours dans le pire, c'est toujours le modèle américain qui prévaut, toujours. Compte tenu des divisions actuelles dans le camp nationaliste, quels sont les principaux axes autour desquels les mouvements nationalistes peuvent se coaguler ? Alors, la division, il y a deux types de divisions. Il y a les divisions basées sur des problèmes de doctrine. L'idée, et ça c'est fondamental, puisqu'il y a une fracture qui divise le mouvement national. Il y a ceux qui rêvent de faire le voyage à Yad Vashem. On voit que tous ceux qui mènent ce combat, et c'est la deuxième partie des mouvements de l'autre côté de cette fracture, sont les victimes. Et ça, vous êtes à égalité réconciliation, vous êtes bien placés pour savoir, étant donné les nombreuses condamnations de Alain Soral à de la prison ferme, ils sont passés à un niveau au-dessus, ou Dieudonné, ou un modeste part de cette répression avec une dizaine de procès, des centaines de milliers d'euros d'amende. Donc ça, c'est une division qui est une division sur les principes. Après, il y a la division de structure. Je ne crois pas que ça soit très négatif.
s'il y a concertation et s'il peut y avoir convergence des luttes sur des batailles à mener. C'est un peu le principe de la main avec les 5 doigts. Les 5 doigts ne sont pas unis, mais quand ils sont coordonnés, ça devient un outil considérable. Que ce soit pour se défendre, que ce soit pour honorer, que ce soit pour travailler. C'est vers cela qu'il faut tendre. Alors c'est difficile parce qu'il y a les impératifs des structures. Il y a aussi le tempérament de ceux qui les font. Et on a affaire bien évidemment à des personnalités de caractère, parce que pour s'opposer à ce système, il faut quand même avoir un peu de caractère. Et ayant ce type de personnalité, il y a toujours les défauts des qualités. Donc ça, il faut essayer de mettre beaucoup d'huile dans l'engrenage. Il faut faire preuve de modestie, parce que face à nos ennemis, eux nous voient tous unis devant sur le peloton d'exécution, quoi. Là, je pense que ce qui est très important, j'avais déjà tenu ces propos pour les Gilets jaunes lors de notre dernière rencontre à Toulouse. Il nous faut une convergence de lutte sur des batailles à mener, par exemple sur le front social avec les Gilets jaunes, par exemple sur le front moral dans la lutte contre l'officialisation de l'union homosexuelle, de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui, et au-delà contre le transhumanisme. Parce que le gouvernement prétend que la GPA a été extraite de la loi, mais elle existe déjà. Il y a un cas emblématique et médiatique, c'est l'animateur de radio Fogiel, qui a écrit un livre sur son expérience, dont les médias ont tous fait la promotion. Il a eu droit à la couverture de Paris Match où il posait avec celui qui est présenté comme son mari, et les deux adorables petites filles qu'ils ont achetées à une mère aux États-Unis. Ça, c'est de la gestation pour autrui. C'est-à-dire que on loue, on achète le ventre des femmes, ce qui n'est pas étonnant de la part d'un système, parce qu'il salit tout ce qui touche. Tout est marchandisé, le sport, l'art, donc le vivant. C'est pas étonnant. Le trafic d'organes existe depuis longtemps, et on sait combien les Israéliens sont impliqués dans ce trafic-là. Donc ça, c'est vraiment l'horreur absolue, le transhumanisme dont se pique beaucoup Macron. Il est en pointe là-dedans. Et puis c'est ce commerce d'embryons et de location de ventre. Bon. Donc sur des fronts et des batailles à mener, il serait utile qu'il y ait une convergence de lutte, une concertation entre les différents mouvements qui sont en rupture avec le système et qui sont en quelque sorte révolutionnaires. C'est ce que j'avais essayé de faire au moment des Gilets jaunes lors de la réunion du 19 janvier, en conviant des personnalités impliquées dans la révolte des Gilets jaunes et en rupture totale avec le système. Faut-il intensifier la violence à l'encontre des lieux de pouvoir ? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc la violence est la conséquence directe d'une action révolutionnaire. Mais le moteur d'une action révolutionnaire, c'est une lutte de volonté. C'est pour imposer une volonté. C'est pas appliquer une violence. En matière de violence, on l'a bien vu pendant cette révolte des Gilets jaunes, on ne fait pas le poids face à ces bandes organisées d'extrême gauche, que ce soit des Antifa ou des Black Blocs, j'ai été moi-même victime de cette violence, qui est protégée et manipulée par le pouvoir contre nous. Je ne pense pas que ce soit sur le terrain de la violence qu'il faille se lancer. C'est plutôt dans une lutte
une lutte politique de constitution d'une minorité révolutionnaire, c'est-à-dire avec une conscience révolutionnaire, c'est-à-dire avec des militants qui soient formés, qui connaissent l'histoire, qui connaissent le processus des révolutions, pour pouvoir l'appliquer à notre société et au moment que nous vivons aujourd'hui. Je pense que les gilets jaunes constituants, en allant devant les lieux de pouvoir et en mettant la lumière sur les lieux de pouvoir, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le siècle, qui sont allés devant les siècles au moment de la réunion, parce que le siècle se réunit une fois par mois, que ce soit les médias, je pense que c'est beaucoup plus utile que d'appliquer une forme de violence, parce que la violence pour la violence, on s'y perd. La violence ne peut être utile dans un processus révolutionnaire, et on est rentré dans un processus révolutionnaire, mais on n'est qu'à la première phase de désintégration du système, que si elle permet d'appliquer une politique. Mais le moteur est toujours politique, c'est très important, très très important. Donc ce que fait Égalité Réconciliation est très utile, en mettant justement la lumière aussi à travers le site. Et puis la figure d'Alain Soral sur les lieux de pouvoir et de nuisance, c'est très utile. Mais il y a aussi ce qui est indispensable, la corrélation, la formation d'une minorité révolutionnaire, d'un outil révolutionnaire à travers la formation de militants et en créant une conscience révolutionnaire. C'est indispensable aujourd'hui, parce que quand l'État, s'affaiblissant, va arriver au point de rupture, de dislocation, eh bien, il faut qu'il y ait cette minorité révolutionnaire pour pouvoir constituer ces points d'appui qui vont permettre à une recomposition d'un ordre nouveau, imposer un ordre nouveau. Parce qu'une révolution, c'est ça. Une révolution, c'est l'effondrement d'un monde ancien, d'une croyance ancienne, la croyance consumériste, puisqu'on a dit... C'est le Black Friday, vous ne pouvez pas vivre sans consommer, vous ne pouvez pas accéder au bonheur si vous ne consommez pas, acheter les écrans plats, acheter les téléphones qui coûtent plus les téléphones portables qui valent plus qu'un SMIC, acheter les baskets à la marque, acheter, et vous arriverez au bonheur. Et on a vu que les Gilets jaunes, c'est déjà la fin de ce monde. Alors il a la vie dure, bien sûr, mais c'est encore, on voit bien à Noël, qui n'est plus la fête de la nativité, mais qui devient une fête commerciale. Mais on sent bien que cette société, cette croyance est en train de s'effondrer. Et l'ordre nouveau va porter une croyance nouvelle. C'est nous qui détenons cette croyance. Mais encore faut-il avoir cette minorité révolutionnaire qui fait l'histoire, parce que c'est jamais le troupeau des bêtes à voter qui font les révolutions. Il y a toujours une confusion. Les gens s'imaginent que c'est la violence et que c'est le nombre, c'est le peuple. En disant le peuple, il se vautre dans le consumérisme, il n'aura pas la force d'imposer un changement. Mais ça, on le sait. On sait très bien, c'est le principe électoral. Si le peuple était à même de réagir, il n'aurait pas laissé la situation dériver, décliner à un tel niveau. Il n'y a plus cette force nécessaire. Alors, il y a encore des révoltes, mais elles sont stériles. Seule la révolution est salvatrice. Et je crois que justement, on a eu la révolte de défense de la famille, avec la manif pour tous, avec cette mobilisation contre la PMA, et vous y étiez, on était ensemble d'ailleurs à manifester avec notre gilet jaune dans la manifestation à Paris contre la PMA, défense de la famille. Il y a eu cette révolte de défense du travail-famille. Seule la révolution salvatrice du rétablissement de la patrie pourra renverser le cours des choses et pourra rétablir la France. Donc il faut œuvrer en ce sens. Quelle issue à la crise sociale qui s'aggrave ? C'est l'élément visible que le système s'affaiblit de jour en jour. Il y a une colère populaire qui est réelle, qui n'est plus une colère sourde comme on a connu,
une colère qui a débordé. Alors il y a eu des grands moments de révolte syndicale avec les Mésias ont fait les gorges chaudes avec le mouvement 95 de révolte contre la réforme des retraites de Juppé à l'époque, je crois. Je me souviens, après l'exposé d'Alain Juppé à l'Assemblée nationale, les députés debout l'avaient acclamé. Je me souviens très bien de cet épisode. Quelques jours après, la France était paralysée, quoi. On voit le décalage qui a toujours existé entre la représentation parlementaire et le peuple. D'ailleurs, remarquez, dans tous les pays, la représentation parlementaire est utilisée pour détourner ou pour contraindre les révoltes populaires. On a connu ça avec le traité de Lisbonne, et le non à la Constitution que Sarkozy a trahi en passant par l'Assemblée nationale et les députés Godillot. On voit ça avec le Brexit, où le peuple anglais a voté la sortie de l'Union européenne et que au Parlement, c'est le Parlement anglais qui fait tout pour retarder et pour essayer que cette sortie de l'Union européenne n'ait pas lieu. On le voit en Italie, où on a eu l'effet Salvini, même on sait de quoi s'attendre avec Salvini, qui relève plus du spectacle et du populisme qu'un véritable nationalisme. Mais une alliance entre deux organisations qui faisaient la guerre, qui se détestaient et qui, pendant la campagne électorale, avaient juré que jamais ils ne s'allieraient ensemble, eh bien, se sont alliés pour sortir du jeu politique Salvini. Donc on voit bien que les assemblées parlementaires en Europe sont là en fait pour limiter, pour contraindre, pour s'opposer à la volonté populaire. Mais c'est l'électoralisme, c'est ce que je disais, une démocratie c'est une plutocratie, c'est le règne de ceux qui ont de l'argent. Donc c'est l'oligarchie dominante qui en permanence veut détourner les volontés populaires, et ça se fait à travers bien évidemment les élections qui sont biaisées. C'est biaisé le jeu électoral parce que si vous voulez on a le choix entre les cornichons mais on ne change pas le bocal, quoi. Voilà, et il faut énormément d'argent pour se présenter aux élections décisives, donc on sait très bien que les élections ne changeront rien, sauf si on est dans une situation révolutionnaire où on a un bouleversement général et que l'élection n'est qu'un élément de ce bouleversement général. On l'a vu avec l'élection Macron, qui est quand même exceptionnelle, qui est hors du commun, qui est singulière. C'est-à-dire que c'est un homme que nous on suivait depuis un moment, parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée, et il avait succédé à Pérolle, qui était le secrétaire général de l'Élysée de Sarkozy, et qui était un gérant associé de la Banque Rothschild. Et quand Hollande l'avait emporté, le secrétaire général de l'Élysée, c'était justement Macron, que personne ne connaissait, mais gérant associé de la Banque Rothschild. Et nous disions en permanence, regardez, gouvernement de droite ou gouvernement de gauche, ça reste le gouvernement Rothschild, puisque le secrétaire général de l'Élysée, adjoint de l'Élysée, c'est celui qui est en charge de la politique économique. Donc Rothschild est bien soucieux de la politique économique qui va être menée. Donc oui, la démocratie, c'est une plutocratie, c'est le pouvoir de l'oligarchie, c'est le pouvoir de ceux qui possèdent, quoi. Hein, électoralisme entretient ce jeu-là, puisque les règles du jeu sont fondées par ceux qui jouent, quoi. Donc nous, on est toujours exclus de ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas participer aux élections, mais il faut le faire de manière révolutionnaire. C'est-à-dire, si vous allez à l'élection, c'est soit l'élection municipale qui est une élection très intéressante, parce qu'au niveau communal, dans son village, dans sa ville moyenne, on peut s'investir sans s'afficher ouvertement nationaliste, mais dans des listes d'intérêt local, pour après avoir une action de terrain. C'est utile, en sachant que ça devient de plus en plus limité, puisqu'ils ont fait le regroupement de communes, pour politiser les choses, justement, pour que le pouvoir des maires des petites et moyennes communes leur soit retiré au profit
de ces grandes écuries politiciennes que sont les partis politiques du système, qui sont des systèmes d'intérêt au service de l'oligarchie. Mais ça reste une élection intéressante. Alors il y a deux possibilités, soit se présenter comme ça dans une liste ou à la tête d'une liste communale, divers droite, enfin on peut l'appeler comme on veut, soit alors si réellement on est marqué politiquement, c'est faire une campagne politique sur nos idées. Voilà. Puisque les campagnes, c'est un investissement en temps, en militant, en argent. Donc il ne faut pas biaiser, il ne faut pas se croire plus intelligent et se cacher derrière son petit doigt. Quand j'ai vu les déclarations de certains devant la commission parlementaire, moi j'ai mis les pieds dans le plat. Ils se cachent derrière leurs petits doigts, parce que le pouvoir sait très bien qui ils sont. Voilà. Et il faut réveiller le peuple, donc il faut lui tenir le langage de la vérité. Toujours, c'est la vérité qui libère, selon les paroles de Saint Jean. Nous voulons rester français, du nord à la Méditerranée, et de l'océan aux Pyrénées. Nous voulons rester français.